Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan. L'Italie n'ira pas en Russie pour la Coupe du Monde l'été prochain. Après 2 éliminations au premier tour en 2010 et 2014, c'est donc l'aboutissement de politiques mortifères dénoncées ici depuis 9 ans qui nous poussent à reprendre le micro pour traiter l'épineuse question du niveau et de l'avenir de la Nazionale avec Tom, Superio et Nico. Salut à vous. Bonjour. Bonsoir. Nous commençons bien sûr par les faits, les résultats, la campagne de qualification et donc l'élimination. Superio, je sais que ça te tenait à cœur, donc il est normal que tu ouvres le bal. Il est temps que nous parlons de la Nazionale et malheureusement nous ne serons pas à la Coupe du Monde. Nous parlons bien d'une défaite, nous parlons bien d'une élimination. Quelle tristesse. Oui, c'est clair, hein, c'est la première fois depuis 1958 que l'Italie ne participera pas à la Coupe du Monde et c'est la première fois que je verrai une compétition sans l'Italie depuis l'Euro 92. Donc, ça me touche et concernant cette campagne de qualification, à aucun moment j'ai vu une équipe italienne maîtriser son sujet, avoir une identité de jeu et avoir un module de jeu précis. On a été d'approximation en approximation et le jeu n'a jamais été au rendez-vous. Je me souviens d'un match en Macédoine où la Macédoine menait 2-1 jusqu'à 5 minutes de la fin, avec une composition d'équipe improbable, avec Bernardeschi qui jouait milieu relayeur, Ventura, le sélectionneur, a une grande part de responsabilité, avec ses errements tactiques, un coup un 3-5-2, un 3-4-1-2 au barrage aller, un 3-4-3, et surtout un 4-2-4 totalement inadapté en Espagne, à Madrid, qui a ruiné la confiance d'un groupe qui commençait un tout petit peu à se trouver. Mais honnêtement, Ventura et cette équipe méritent le titre de pire sélection de l'histoire. Effectivement, c'est vrai que c'est dramatique. Alors Tom, je sais que tu as suivi intensément également tous ces résultats, ces matchs, etc. On est tous extrêmement déçus. Quel est ton sentiment au lendemain de cette déconfiture ? J'ai du mal à m'en remettre, pour être honnête. Ça touche parce que moi j'avais décidé depuis les derniers matchs là, donc j'ai effectivement suivi beaucoup Italie, sauf les derniers où le niveau de la sélection italienne sous Ventura m'avait tellement énervé que j'ai décidé d'arrêter de regarder pour mon bien-être personnel parce que ça m'énervait un peu trop. Mais ça touche parce que je pensais pas connaître ça de mon vivant. Ça faisait donc quand même 60 ans, donc je pense, sans trop me tromper, que 99,9% des gens qui nous écoutent, qui écoutent l'émission, n'ont donc pas connu la dernière fois, une dernière en tout cas Coupe du Monde sans l'équipe d'Italie. Donc je pensais pas connaître ça, mais malheureusement, C'était prévisible, hein ? je dirais pas que c'était prévisible, oui et non. C'est moi personnellement quand j'ai vu la composition du groupe de qualification, je me suis dit bon, effectivement avec l'Espagne ça va être compliqué, on va sûrement devoir passer par les barrages, mais c'est l'Italie, mais on va quand même passer à l'arrache comme on fait souvent. Mais je m'attendais pas à ce qu'on soit autant en galère. Je m'attendais pas à ce que Ventura détruise à ce point le travail fait par Conte. Parce qu'il faut savoir quand même qu'il y a donc moins de 2 ans, il y a quoi, 1 an et demi, même pas. On était en train de s'extasier devant l'Italie de Conte qui maîtrisait une équipe d'Espagne, qui maîtrisait l'équipe de la Belgique et qui faisait jeu égal avec l'équipe d'Allemagne, avec un milieu quand même composé de Parolo et de Sturaro, pour ceux qui s'en souviennent, et de Giaccherini aussi. Là, on en vient quand même à 1 an et demi à perdre et à être éliminé de la Coupe du Monde. Enfin, moi, ça me choque. J'en bavoue et tout. J'ai vraiment pas les mots pour expliquer une telle débâcle, parce qu'effectivement, il y a plusieurs paramètres. Mais en arriver à une telle vitesse, à un tel point, là, on en viendra tout à l'heure à parler des fautifs, mais il y en a beaucoup et voilà, moi, ça me choque vraiment et il y a une réelle remise en question à avoir sur beaucoup de points. D'un autre côté, ouais, je me dis que c'est un mal pour un bien et c'est horrible de se dire ça parce que ça reste une compétition sans l'équipe d'Italie. Ça va peut-être une Coupe du Monde que moi personnellement je ne vais peut-être pas regarder d'ailleurs, clairement. C'est des larmes de Buffon qui terminent comme ça. Où là, moi, je suis pas le plus émotif des gars, mais alors quand tu vois Buffon pleurer comme ça, je pense que ça a dû foutre les boules un peu à tout le monde. Mais d'un autre côté, s'il fallait un truc pour mettre un gros coup de balai un peu dans toute cette organisation, dans toute cette fédération avec des mecs corrompus et pourris jusqu'à la moelle, il fallait malheureusement cette élimination-là. Donc essayons de se servir en tout cas de ce désastre-là pour reconstruire Attention, on a dit ça durablement. en 2010 et en 2014 aussi, c'est rien passé. Donc nous verrons si quelque chose réellement sera fait.
Mais là, on n'est Non, on n'est pas qualifié. qualifié, c'est vrai, c'est pire, mais on se demande. On se demande si ça suffit encore. On a déjà eu des éliminations. Dans l'histoire, on a déjà eu des éliminations italiennes en phase de poule. Je pense que tu as une meilleure mémoire et Super Liu aussi. Mais une élimination avant même la Coupe du Monde, ça fait 60 balais. Et 60 balais, c'est quand même bien plus marquant. Je trouve que si on s'était qualifié et qu'on aurait pris une énième valise en poule, on aurait dit ah ouais c'est dommage. Et au final on aurait changé quoi? Allez, le président et encore. Là, je pense que s'il y a vraiment une occasion pour changer, c'est maintenant. Voilà, et là il faut changer. Espérons que tu aies raison. J'ai quelques doutes encore, mais espérons Nico. Alors Nico, qui d'habitude ne suit pas particulièrement l'Italie, je crois qu'il s'est un petit peu lâché ces derniers temps et qu'il a regardé ça avec attention malgré l'absence de Milanais avant ce déplacement à Naples, parce que Nico sera à San Paolo ce week-end. Il est courageux, il faut souligner son courage et sa témérité surtout. Nico, on parle de l'Italie donc ce soir, qu'en as-tu pensé? Moi, là où je rejoins Tom sur ce qu'il vient de dire, quand tu disais que toi tu crois pas qu'il va se passer quelque chose parce qu'il y a déjà eu des éliminations en phase de poule, la différence entre les phases de poule et la qualif, c'est que les phases de poule, tu as toujours entre guillemets, des surprises avec des gros qui tombent. L'Espagne, qui était une grosse nation à ce moment-là, il y a 3 ans et demi en arrière, n'a pas passé les poules. Donc ça arrive, et mine de rien, c'est plus facilement, tu vires un entraîneur et tu dis bon, un nouveau cycle arrive. Là, quand tu passes pas les éliminatoires, alors même si, comme dit Tom, c'est vrai que dès qu'il y avait eu l'Espagne, tout le monde s'est quand même dit que il y avait de fortes chances que l'Italie doive passer par les barrages. Là, le fait de pas passer contre la Suède et surtout ce qui a été montré contre la Suède, tu sentais que tu pouvais jouer encore 1h30 de plus ce match-là, je t'allais pas le marquer ce but. Non, j'ai pas reconnu. Franchement, tu sais que à côté, quand tu mets Montella à côté de Ventura, tu peux croire que Montella c'est Capello. Je sais pas quand même. Tu sais, moi ça se ressemble un petit peu. Cette Italie m'a fait penser au Milan. Parce que là où Tom dit que, et comme je crois que Super Liu l'a dit aussi, il y a plusieurs points où il y a eu des défaillances. Mais là où je rejoins surtout Super Liu, moi je pense que Ventura est grandement, mais très grandement responsable de l'élimination de l'Italie. Après que l'Italie ne fasse rien, parce que j'étais en train de me dire pendant le match, même si l'Italie passe, franchement, à la Coupe du Monde, ça va être très 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 compliqué. Mais ne pas passer quand même les éliminatoires. Faut voir un peu les compos. Tu vois, j'étais pas au courant que apparemment c'était la Moldavie, il avait fait jouer Bernardeschi en milieu relayeur. Il a quand même envoyé Insigne sur les 2 matchs, joué 10 minutes au match aller à la place de Verratti. Je veux dire, normalement, ce mec-là, il est censé, soi-disant, apprendre. Enfin, il en connaît plus que moi sur le football, mais moi, j'aurais jamais mis Insigne à la place de Verratti sur un terrain de foot dans un match aussi important. Il teste Jorginho pour la première fois réellement sur un match retour qui est décisif pour l'Italie. C'est-à-dire que le gars n'a jamais joué parce que c'est vrai que le Napoli, ça va te plaire ce que je vais dire, mais il y a très peu d'Italiens dans cette équipe, donc il n'a pas, on va dire, des joueurs avec qui il a l'habitude de jouer comme à la Juve où moins les mecs se connaissent derrière. Donc il a été peut-être en manque de repères et pourtant je l'ai pas trouvé si mauvais que ça hier. Je pense qu'aussi que Ventura a fait une trop grosse erreur de faire confiance aux 3 de derrière à la base qui était à la Juventus. Et malheureusement, ce qui a été terrible, parce que Conte, il y a 1 an et demi, a quasiment le même effectif quand même. Et pourtant, comme a dit Tom, il a fait un super boulot. Qu'est-ce qui change? C'est tout simplement la phase offensive. Quand l'équipe de Conte, quand elle prenait le ballon, et tu sentais qu'elle pouvait faire mal à n'importe quelle équipe. Celle-là, quand elle prenait le ballon, El Shaarawy est passé pour un génie, alors que bon, même s'il est un peu mieux actuellement, ça fait un bout de temps quand même que c'est pas un top joueur, quoi, El Shaarawy. Ouais. Alors moi, je suis assez d'accord avec vous sur l'équipe de Conte, mais qui avait fait des miracles avec l'équipe d'Italie. On l'avait dit ici, puisqu'on suit les compétitions internationales depuis des années, depuis le début de Casa Milan. On avait dit que Conte avait fait des miracles parce qu'il avait l'équipe d'Italie la plus faible de son histoire. Alors moi, Super Liu, la question que j'ai envie de te poser, était-il possible de faire durer cette équipe-là, ces joueurs-là, au haut niveau, avec l'intensité tactique que Conte était parvenu à mettre en place? Était-il possible de perpétuer ce système-là? Ou alors y avait-il, on parlera des causes bien sûr, mais parce que Tom met ça en évidence, Nico met ça en évidence aussi, on va avoir l'occasion justement d'y revenir. Ventura a-t-il tout cassé, ou ces joueurs-là n'étaient-ils tout simplement pas capables de durer à ce niveau-là aussi longtemps? Parce qu'on a dit aussi que l'équipe de Conte était à 200%, c'est-à-dire très au-dessus de ses capacités réelles. Je pense que c'est un mélange des deux, mais après, il faut voir aussi que Barzagli, Chiellini, Bonucci, De Rossi ont 2 ans de plus par rapport à l'Euro et leurs performances ont eu sans le reflet de ce qu'ils sont. Mais ce sont les seuls joueurs quasiment qui ont joué la Ligue des Champions, j'exagère, mais les joueurs italiens qui ont joué la Ligue des Champions durablement
sont tous vieux quasiment si on regarde bien. Oui, mais après, Conte les a utilisés au maximum. Après, je pense que le message de Conte passait beaucoup plus facilement que celui de Ventura, hein. Il faut voir aussi, je ne sais pas si les collègues l'ont vu, qu'il y a eu vraiment des tensions avec ce qu'on appelle les sénateurs italiens, les joueurs capés, expérimentés, charismatiques. De Rossi n'a pas voulu rentrer hier, hein. On est même pris à son sélectionneur, hein, qui voulait faire rentrer un milieu défensif dans un match comme ça. Et la tactique du 4-2-4, les joueurs expérimentés n'ont pas non plus assimilé, n'ont pas voulu la mettre, hein. Si on revient sur Espagne-Italie du mois de septembre, ce match est suicidaire d'un point de vue tactique, hein. Après, concernant l'histoire du 4-2-4, il faut savoir que ça a été très mal pris de la part apparemment de certains joueurs, de ce que j'ai entendu par les journalistes italiens sur les radios, que les joueurs ont très mal pris, alors qu'à ce moment-là, l'Italie était pas trop mal, parce que le match aller, l'Italie avait fait un très bon match contre l'Espagne, avait tenu tête à l'Espagne, et le match retour avec ce 4-2-4, ils ont pris l'eau, et certains ont très mal pris le fait de s'être pris une humiliation en gros contre l'Espagne, parce que ce jour-là, ils ont pas touché terre. Soupalio qui veut finir. Oui, je voulais dire aussi, Ventura, on peut lui reprocher sa communication, hein. La communication qu'il a depuis 2 ans, les portes de la Nazionale ne sont pas fermées à tout le monde, alors qu'il a été assez hermétique pour Jorginho qui sort dans un match crucial titulaire hier, et surtout sa communication. Oui, on sera l'une des surprises du mondial, on va surprendre, on sera la révélation du mondial si on se qualifie. Oui, on est déjà qualifié pour les barrages, oui, on va passer. Il a fait preuve de beaucoup d'arrogance, a motivé les adversaires, et encore une fois, son CV d'entraîneur, il n'a pas entraîné une seule grande équipe, et la meilleure performance qu'il ait faite, il me semble que c'était une 8e place avec le Torino. Ce qui est pas. Ah non, mais je crois pas que les candidats se bousculent au portillon, hein. Qu'est-ce que tu veux quand t'as pas de joueurs? Peut-être que ça motive moins. Personne voulait de la place. Que les mecs, ils veulent venir pour gagner à la base, mais c'est compliqué de venir entraîner cette équipe-là, ces joueurs-là, avec l'intention de gagner. C'est pas facile, hein. Et après, au niveau tactique, je reviens sur le match d'hier, mais déjà le 3-5-2 à Milan en match retour, alors que tu es mené, que tu dois remonter le score. Insigne qui ne fait même pas jouer, qui l'a fait jouer à la place de Verratti au match aller, et aussi des choses que je ne comprends absolument pas au niveau tactique. Quelle est l'utilité de balancer des longs ballons alors que le Suédois était supérieur dans le jeu? C'est ridicule, oui. Ne pas donner une identité. J'ai pensé la même chose. Et tu te demandes comment ça se fait que Florenzi, qui a peut-être pour moi été hier le meilleur italien, pourquoi n'a-t-il pas commencé le match aller aussi? Il y a des trucs qui sont incompréhensibles. De toute façon. Après, si on doit trouver une chose positive à Ventura, pour moi, c'était les stages qu'il a fait pour inclure des jeunes, avoir lancé des jeunes. Parce qu'il a quand même fait débuter Donnarumma, Rugani, Romagnoli, Bernardeschi, Belotti. Il a quand même fait débuter des jeunes. C'est vraiment la seule circonstance atténuante que je lui trouve. Et après, j'ai toujours eu l'impression qu'il tâtonnait, qu'il ne trouvait jamais d'identité tactique. On a changé de je ne sais pas combien de fois de système. Et là où j'en veux le plus, c'est de ne pas faire jouer les joueurs à leur poste. Insigne veut faire jouer milieu gauche. Mais je t'avais dit qu'il y avait des points communs avec Montella. Ah bah oui, on s'y retrouve là. Oui, mais Montella finit 2 fois 4e. Ah oui, formidable. Dis donc, 2 fois 4e de Serie A. Oui, mais attends, c'est pas Ventura, lui, il risque plus jamais d'entrer en Italie. Il est grillé. À mon avis, c'est fini. C'est comme Domenech, hein. Ah là, il peut préparer sa retraite là. Allez, vas-y, Tom. C'est totalement clair. Bah, honnêtement, je pense quand même qu'il pouvait faire mieux, largement mieux. Alors, je suis le premier à dire qu'effectivement, on n'a pas la meilleure génération de l'histoire. Ça, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Qu'il y a quelques lacunes, ça, on est d'accord. Mais moi, je regarde un peu les autres générations. Enfin, on a eu donc en 2014, avec toutes les blessures, on a eu pour moi un collectif, donc les 23, qui était bien plus faible que ce qu'on a pu avoir les 2 dernières années. À l'Euro 2012, alors effectivement, on avait un Pirlo qui était génial, ça je veux bien l'entendre, mais on arrive quand même à aller en finale avec Montolivo. Mais il était bon à l'époque. Ou alors une attaque. Ouais. Mais il avait été bon à l'Euro d'ailleurs. Et Cassano, Balotelli, on sait ce qu'est devenu Balotelli après. Et Cassano. Ah non, mais Cassano, attention, avait énormément de talent. Cassano qui sortait d'un AVC quand même. Hein, donc mais Cassano est un joueur hyper talentueux. Malheureusement, tête brûlée, mais enfin,
On peut pas lui enlever son talent. C'est Mais vraiment l'un voilà. des rares joueurs talentueux qu'on ait vu Avec ces dernières années, c'était Cassano. Hein. C'est quand tu vois Insigne qui avec Naples est flamboyant, qu'Immobilier il est déjà en train de carburer à une vingtaine de pions alors qu'on est en novembre, que Jorginho est peut-être sûrement le meilleur à son poste en Serie A. Il y en a plein d'exemples qui sont bons. Pourquoi là avec l'Italie ils sont Parce qu'il pourris? faut pas de grande Parce qu'on a une compétition. Moi, je sélectionnaire pense qui que la Ligue des n'a pas les Champions, je pense compétences. que la Ligue des Champions, Tom, c'est l'école qu'on doit, dans laquelle on doit assister au cours de cette école-là avant d'arriver en équipe nationale. Et malheureusement, si on regarde bien, à part les Juventini, ils sont pas très nombreux à avoir joué la Ligue des Champions régulièrement dans cette équipe type, de Ventura, là j'entends. Et c'est ça moi qui me déçoit, c'est que je pense, avant, si tu veux, on arrivait facilement à construire, mais même 23 joueurs qui jouaient les coupes d'Europe, parce qu'évidemment les clubs italiens brillaient en Coupe d'Europe. Coupe des coupes, coupe de l'UEFA, Ligue des Champions, on avait 3 à l'époque. Et si tu veux, tous les joueurs étaient aguerris à ce genre de compétition, y compris les jeunes. Aujourd'hui, à part les vieux, il y en a quasiment pas. Donc c'est vrai que c'est navrant et les joueurs sont totalement dépassés par Sur l'enjeu. ça, je suis d'accord. Mais en 2014, en 2012, j'ai pas souvenir que des c'est vrai. Nocirino, des Montolivo et C'est vrai. des Balotelli aient fait beaucoup de compétitions européennes ou en 2016, pardon, Sturaro, à part faire 3 Oui, minutes c'est et vrai. demie lors de un match ou deux avec la Juve et Ghiacchirini, j'ai pas souvenir qu'eux aussi aient fait beaucoup Pelé, de Zaza et Zaza tout qui est en le train de reste, s'éclater en Espagne. Hein. C'est alors, effectivement, le déficit en compétition européenne, je pense que c'est ce qui nous manque par rapport aux autres nations pour éventuellement prétendre à faire quelque chose de grand. Mais entre faire quelque chose de grand et ne pas se qualifier, pour moi, il y a un Oui, bien monde sûr. d'écart. Et je pense qu'avec l'effectif actuel, on pouvait au minimum se qualifier et faire quelque chose d'honnête avec un sélectionneur qui ait quelques compétences. Là, comme a dit Superlio, faire le 4-2-4, je ne comprends même pas comment on peut penser à faire ça, et encore plus face à l'Espagne, et mettre deux milieux quand on sait le niveau des milieux espagnols. C'est Bon, enfin, évident, bref. ouais. Mais enfin personne C'est- voulait y aller, hein. Personne c'est- voulait prendre ce rôle. Hein. C'est Ventura qui s'y est collé, mais enfin il n'y avait pas vraiment de concurrence. Hein. Ah oui, mais c'est pour ça que dans la deuxième partie, quand on va parler un peu des fautifs, je ne vais pas aligner Ah bah, il y a que beaucoup de choses à Ventura, dire. mais aussi, par exemple, les personnes qui qui l'a mis en Et on place, va y par venir exemple. puisque Donc, voilà. enfin, d'abord Nico doit prendre la parole et ensuite nous y venons. Vas-y Nico. Tu parlais de... Là où je suis pas d'accord avec toi, MJ, c'est quand tu dis que ces joueurs-là ne connaissent pas la Coupe d'Europe et c'est ça qui Pas permet de suffisamment. s'aguerrir. Mais je veux bien être d'accord sur la phase de poule ou à partir de la phase des huitièmes de finale. Mais la Suède, là, t'as vu qui est-ce qu'il y avait? Il y avait Oui. Kim Pam-Poum en face. Hein. Ah, bonne expression. Ouais, mais d'accord. Pas- Mais après on a une Parce marge que normalement. Nous Toivonen sommes avec l'Italie, nous Rennes, sommes sans- il Non, mais joue la Nico, Coupe de la Ligue. là hein. c'est un match de foot avec deux nations qui ont sensiblement le même niveau. En tout cas c'est ce qu'on a vu sur les deux matchs. Ah non, je peux Non, pas mais te sur les dire deux matchs, le sur le niveau. terrain. La Suède mérite sa qualif et a mérité sa qualif et a très bien joué et elle a joué de la manière qu'elle devait faire pour battre l'Italie. Maintenant, il faut quand même voir le but quand même qu'ils ont marqué et ils ont tiré 4 fois au but, je pense, sur Ah ouais, 180 c'est ça. minutes. C'est ça. Tant le mieux foot. pour eux, ils ont joué comme il fallait, ils ont marqué le but, ils ont bien défendu. Mais après, je dirais, hier, l'Italie, s'ils gagnent, c'est pas un vol non plus. S'ils gagnent 1-0 et qu'ils arrachent une prolongation, comme c'est pas un vol s'ils font 0-0 au match aller. Hein, mais je veux dire, on peut pas dire que la Suède était meilleure. Enfin, pour moi, je peux pas le dire que la Suède Non, était mais meilleure que Nico- l'Italie. C'est franchement, c'est pour ça que je mets vraiment. Je mets encore un truc, ce qu'a pu faire Ventura avant les barrages. Les barrages, c'était les 2 matchs les plus importants pour lui. Il les a ratés lamentablement avec sa composition, sa manière de jouer. Et il a eu tout le temps, il a eu 1 an et demi pour préparer en gros ses barrages et il s'est vautré Oui. littéralement face à une équipe de Suède qui a été franchement assez moyenne, qui a réussi à Oui éliminer l'Italie. Nico, selon je moi. suis d'accord avec toi sur l'essentiel. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que normalement quand tu t'appelles l'Italie, tu as une marge sur la plupart de tes adversaires. C'est-à-dire que les adversaires peuvent être moyens, mais toi tu es censé être très bon. C'est ça que je veux dire. Et un match de foot surtout, élimination directe, c'est 2 matchs de foot en l'occurrence, ça peut se jouer sur beaucoup de choses. Et si tu n'as pas cette marge-là, tu tombes dans la marge d'erreur précisément. Et ce que je veux dire, c'est que l'Italie est censée être tellement au-dessus que même en étant un peu moins bonne, elle doit pouvoir passer. C'est ça que j'essaye d'expliquer. Le problème, c'est qu'on n'est pas au-dessus. Pourquoi? Parce que les équipes italiennes qui jouent la Ligue des Champions alignent très peu d'Italiens. Et on va y venir, parce qu'on va parler des causes. Alors, il n'y a pas que ça, bien sûr. Mais enfin, compte encore une fois les joueurs italiens dans cette équipe qui ont l'habitude de jouer les grandes compétitions, les grands matchs, les grands rendez-vous, les matchs à enjeu. Ils sont pas si nombreux que ça, à part les vieux. Les vieux de la Sur Juve, ça- effectivement, qui ont fait des finales, mais qui n'ont plus le niveau parce qu'ils ont l'âge de leurs artères, tout simplement. Sur ça, je te rejoins sur le fait que c'est vrai que quoi qu'il arrive, il y a de moins le niveau des joueurs italiens
par rapport à ce qu'a pu connaître l'Italie il y a ne serait-ce que 10-12 ans en arrière. Ah bah 10-12 ça ans a en bien arrière, on changé. gagnait la Coupe du Monde. Forcément, c'est pas pareil. Bah oui, c'est ça. Bon, 2006, alors c'est- nous abordons précisément à présent le chapitre qui m'intéresse le plus. Il y a tellement de choses à dire, on va parler des causes. Qui blâmait, qui sont les coupables et surtout qui a laissé faire, parce qu'il y a beaucoup de coupables passifs là-dedans. Donc on va y aller, c'est Superlio qui s'y colle. Déjà, bon, avant de parler de l'entraîneur que j'ai déjà évoqué, parlons du président, Tavecchio, qui ne devrait être pas là, puisque tout à l'heure, Tom parlait de mafieux, de gens corrompus. Il illustre bien ces deux mots. Souvenez-vous de ses déclarations racistes sur Pogba. Et n'oublions pas que son choix de mettre Ventura lui revient personnellement. Hein. C'est lui qui l'a choisi, qui a insisté pour mettre ce sélectionneur-là. Après, le tournant culturel, c'était en 2014, où on aurait pu avoir Albertini qui avait des idées novatrices, qui aurait amené un son nouveau en tant que président, et de la jeunesse. N'oublions pas qu'il doit avoir la quarantaine. Albertini aurait pu amener quelque chose avec son projet d'un centre de formation dans chaque région. Ça aurait pu être Tu te sympa rappelles, comme je te coupe projet. juste une minute, tu te rappelles pourquoi Baggio a démissionné de la Fédé? Parce qu'on lui donnait pas les fonds nécessaires pour aller observer les jeunes. C'est clair. Après, c'est bien beau de mettre des noms. Il y avait aussi Gianni Rivera qui était consultant. Oui, mais consultant de quoi? Il n'a pas fait grand-chose, hein, puisqu'on lui a pas laissé faire. Et chaque année, moi, j'ai l'impression on s'est trop reposé sur le fait d'avoir gagné la Coupe du Monde 2006. On n'a pas remplacé des cadres. Hein. C'est pas un hasard si notre défenseur, l'un des trois défenseurs, c'était Barzagli, remplaçant Ouais. 2006. Hein. On a dû miser sur un remplaçant, champion du monde remplaçant en 2006. On n'a pas réussi à se renouveler à partir de 2006. Alors qu'on avait des tas de jeunes. Hein. Les équipes de jeunes, cette année, on a les moins de 20 ans qui ont fini troisième, leur meilleur classement, et les espoirs qui ont réussi à battre l'Allemagne, le champion d'Europe espoir, et finir en demi-finale. Certes, avec des erreurs de coaching, mais ils ont quand même fini parmi les 4 premiers. Donc les jeunes, on les a. La faute principale, c'est toujours ce système italien. On envoie les jeunes en prêt en série B, on les fait revenir dans des effectifs pléthoriques. Dans le meilleur des cas, certains auront une chance, mais après, ça sera toujours le même système, comme l'Udinese, comme d'autres équipes. Hein. J'ai rien contre l'Udinese. On va acheter des étrangers qui sont pas forcément plus doués, on va les faire jouer, et le jeune Italien va ronger son front. Frein, pardon. Oui, ça s'est vu à l'Euro des moins de 19 ans il y a 2 ans, hein, quand il y a eu le France-Italie où la France gagne 4-0 avec la génération Mbappé. Vous voyez la différence physique et la différence d'intensité. Hein. Les jeunes Italiens ne sont pas habitués à une telle intensité, alors que les jeunes Français jouent en Ligue 1. Certains avaient déjà moins une vingtaine de matchs en Ligue 1. Et on en revient toujours à cette Serie A qui s'appauvrit et un rythme qui est très lent. Hein. Hier, le rythme était un petit peu meilleur, mais le rythme de Suède-Italie, ça a joué à 2 à l'heure. Hein. Les Suédois avaient le temps de se replacer. Ouais, c'est bien triste tout ça, je pense que je reprendrai certains de tes thèmes, bien évidemment ça surprendra personne, mais d'abord Tom va s'exprimer, je pense, avec énormément de choses à dire également. Oula oui, bon alors Tavecchio, j'ai été le premier, un peu comme Superlio, j'étais le premier déçu de voir ce personnage-là, cet énergumène même là, être élu en 2014 pardon, à la place de, j'ai oublié le nom de l'ancien président, notamment parce qu'il y avait Albertini en concurrence. Petite anecdote quand même, il y a quand même quelques personnes qui ont fait en sorte que Albertini perde, notamment un certain Adriano Galliani, je sais pas si ça ouais. vous dit quelque chose, mais vraiment. Voilà, donc c'est pour la petite Superlio anecdote. qui souffre que l'ancien Donc, président j'espère- s'appelle Franco Carraro, voilà. D'accord, bah, très bien. Et j'espère d'ailleurs qu'Albertini, j'espère déjà que Tavecchio sera viré ou partira avec pertes et fracas et qu'Albertini pourra enfin avoir ce poste-là parce qu'il avait de très belles idées. Mais en tout cas, effectivement, le premier fautif pour moi, ça reste quand même celui qui a mis Ventura en place. C'est donc Tavecchio. Ensuite, Ventura, parce qu'effectivement, malgré ses limites, malgré le fait qu'il ne soit pas un excellent tacticien, je pense que là, il a été très mauvais dans ses choix, dans ses tactiques. D'ailleurs, je pense que le 3-5-2 est un aveu de faiblesse par rapport à tout ce qu'il a mis en place, tout ce qui a été un échec cuisant. Ces déclarations aussi qui ont été déplorables. J'ai souvenir quand même du match aller où j'ai entendu qu'apparemment l'arbitre n'avait pas aidé l'Italie, patati patata. Sauf qu'au match retour, bizarrement, on l'entend pas, alors qu'il y a eu quand même aussi des faits de jeu en défaveur des Suédois. Là, bizarrement, on l'a plus entendu.
Et d'une manière générale, c'est tout le système. Ça fait des années que je milite pour des équipes B, puis on dit que non, c'est pas bien parce qu'il y a des équipes historiques dans les divisions inférieures. Mais au bout d'un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut pas froisser les équipes historiques, si on veut pas froisser les anciens présidents, les dinosaures un peu comme je les appelle du calcio, ok, pas de problème, mais dans ce cas-là, qu'on se plaigne pas qu'on avance pas, qu'on régresse et qu'on voit l'Allemagne, la France, l'Espagne et plein d'autres nations sortir en pagaille des talents. Parce que le talent, on l'a, Super Léo, il l'a dit, on a des bonnes générations, mais maintenant, le problème, c'est pas la formation, parce que je pense qu'au niveau des jeunes, on y est, on n'est pas mauvais. Il y a quelques. Pour moi, c'est la post-formation. C'est le passage vers de 17 à 20 ans, où il y a un gros problème. Puis après, donc, on voit les jeunes soit jouer dans des petits clubs, soit ne pas jouer dans des gros. Et voilà, c'est là le vrai problème. Je sais pas quoi dire parce que ça fait des années que je dis ça, ça fait des années que je vois ce même problème. Il y a un léger mieux, j'attends de voir la suite parce qu'effectivement, je vois par exemple les espoirs de cet été qui ont fait demi-finale. C'est peut-être la première fois que je vois autant de jeunes sur la feuille de match, avoir autant de matchs en Serie A. Donc il y a un progrès. Maintenant, j'espère juste que on va pas se contenter de ce progrès-là en disant allez hop, c'est bon, on a fait cet effort-là, maintenant on peut arrêter. Non, il faut le maintenir. C'est effectivement la première fois qu'on voit des Locatelli, des Coutronnet, des mecs qui font des bouts de match en n'ayant pas encore 20 ans. Un mec comme Donnarumma, enfin, on peut en citer plusieurs maintenant. Mais il faut pas se contenter de ça, il faut continuer à promouvoir parce qu'on le voit, ces jeunes-là, ça marche. Oui, effectivement, il y aura des petits soucis parce qu'on va pas. Enfin, je vais être un peu long, désolé. Il faut. Mais j'ai l'impression qu'en Italie, on demande à un jeune d'être, super bien, tu sais, d'être comme un mec de 25 ans. Je sais comment ça marche. Ouais, voilà, d'être performant, d'être régulier, d'avoir le vice un peu d'un mec de 25 ans. Sauf que ça marche pas comme ça. C'est d'abord, il faut le tester. D'abord, il faut le faire progresser. Mais c'est la génération zapping. Je sais que ils je critique souvent. Tu vois, c'est ça le problème, c'est que la plupart des supporters aujourd'hui veulent tout de suite. C'est-à-dire qu'ils zappent. C'est comme ils achetaient une paire de chaussures, tu comprends? Et ils comprennent pas qu'il y a un temps de maturation nécessaire. Et moi, je dis, comment faisait-on avant l'arrêt Bosman? On les lançait, on leur donnait une vraie chance à chacun. Et ceux qui ne réussissaient pas au bout d'un certain temps, on les remplaçait par d'autres. Et ça a toujours fonctionné comme ça, et ça marchait. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on veut tout de suite, et résultat, on n'a rien, parce que les résultats des équipes italiennes n'ont jamais été aussi mauvais. Donc à un moment donné, c'est bien quelque chose qui va pas. On n'est pas patient, voilà, exactement. Voilà, on n'est pas patient et je vois d'autres pays. Enfin, je sais que je critique souvent ce qui se passe en France au niveau du foot, mais par contre, il y a une chose qu'on peut pas leur enlever, c'est que eux, dès qu'ils ont un jeune, ils jouent. Il peut avoir 15, 16, bon, j'exagère, mais 17, 18, 19 ou 20 ans, qu'il ait 0 match pro dans les jambes ou 20, eh ben il va jouer. S'il est meilleur que l'autre, il joue. S'il y a une chance pour le faire jouer, il joue. Il n'y a pas cette pression. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. C'est quand il y a un jeune Italie qui joue, c'est dès qu'il fait une connerie, allez hop, il se fait lyncher. Coutronnet qui marque pas contre la Lazio, on le voit plus après. Voilà. Ouais, mais c'est un exemple. Alors qu'à côté de ça, je vois des jeunes dans d'autres pays qui jouent de manière plus libérée, qui n'ont pas ce stress en se disant oh purée, si je fais une connerie, je vais faire du banc pendant un mois. Ça serait bien qu'on change un minimum de mentalité. Je vois un peu de progrès, c'est très léger, mais j'en vois. Maintenant, il faut continuer, il faut pas s'arrêter là. Calhanoglu, lui, il peut être nul pendant 6 mois, il n'y a aucun problème, il jouera. Hein. Celui-là, il est sûr qu'on le verra sur le terrain. Je ne parle plus de Calhanoglu parce que oui, non, mais on va y venir. On va peut-être en parler. Juste un truc quand même avant de donner la parole à Nico. Il y a quand même des faits. C'est-à-dire que les équipes italiennes, espoir, moins de 20, moins de 19, etc., obtiennent des résultats, mais de tout temps, quoi, je veux dire. Hein. Les espoirs ont toujours été bons en Italie, ça n'a jamais changé, ça. Mais les clubs italiens, en revanche, sont beaucoup moins bons que par le passé. Cherchez l'erreur. Nico. Moi, là où je veux rebondir tout de suite sur ce que vous disiez, là où je suis pas d'accord avec vous, le problème, c'est l'Italie aussi. L'Italie, si tu gagnes pas, on préfère que tu joues mal et que tu gagnes que tu joues bien et que tu perdes. Si tu gagnes pas tout de suite, il faut des résultats. L'entraîneur ne peut pas se permettre de faire jouer un jeune. Normalement, il va peut-être, pour ça qu'il va peut-être aussi voir un terrain avec un plus ancien. Et parce qu'il va peut-être lui apporter plus de maturité, on va dire. Il n'aura pas le temps de faire ses tests. Il pourra faire ses tests si ça marche. Je suis d'accord avec toi, mais il se passe le contraire. Les jeunes sont meilleurs que les vieux en Italie. Non, on peut pas dire ça. Milan, on le voit. On peut pas dire ça.
Bah, au Milan, on a eu Non, De non, je Chilio et parle pas de ça, Calabria, je ils pense ont à eu du temps de jeu. Romagnoli, je Hein. pense à Donnarumma, je pense à Locatelli, je pense à Oui, Cutrone. et ils Bah jouent. non, pas tous, pas Et pas ils jouent. Cutrone et pas Locatelli. Pas Je veux dire, enfin bon, je te laisse finir. Enfin, on va prendre l'exemple du Milan. Cutrone, je trouve que déjà, Bon, il bah joue dis donc. beaucoup. Pour un gars qui, à la base, moi je trouve qu'il joue beaucoup. Il joue quasiment. Il a un petit peu moins de temps de jeu que les deux devant qui ont été payés des millions. On le C'est voit déjà quasiment énorme. jamais, je sais pas où tu le Il y a vois. quelques années, peut-être Ah en bon. arrière, il aurait. J'ai pas l'impression qu'on le voit beaucoup, moi. Il a joué On l'a vu Froment 2 fois titulaire en championnat en début d'année, puis ensuite c'est que des bouts de match. Hein. Enfin, il y a eu une titularisation assez récemment, effectivement, mais enfin sinon c'est pas grand-chose. Déjà, il joue, Il joue en Coupe d'Europe. il joue en Coupe d'Europe et en championnat, il est rentré assez souvent. Et au début de la saison, il était titulaire. Ensuite, en Italie, il faut penser une chose aussi, c'est que par exemple, on remonte en arrière, Zoff, la fois où il perd contre le Brésil en finale, il est viré. Et pourtant, je veux dire, il est allé jusqu'en finale et l'Italie a fait un mondial cette année-là incroyable. Donc l'Italie, on n'accepte pas la défaite en Italie. Donc quoi qu'il arrive, c'est malheureux. C'est pour ça qu'on ne laisse pas le temps. Maintenant, c'est ce que j'espère, c'est qu'on va peut-être leur laisser un peu de temps. Mais quand tu parles des coupables, moi je pense que réellement, il y a eu aussi les joueurs qu'il y en a certains qui ont eu leur chance et qui ne l'ont pas saisi. Tu parlais de joueurs qui n'ont pas joué, qui ne jouent pas la Ligue des Champions, mais il y en a un qui l'a joué avec Oui. le PSG depuis je sais pas combien de temps et qui est minable sur le terrain, mais c'est quand même assez. Il faut voir le niveau qu'il a. C'est un joueur quelconque Mais qui est avec même la pas terrible avec le Squadra PSG cette année, d'après ce que je sais. Oui, mais bon, les autres années que le PSG, il a montré quand même en Ligue des Champions d'avoir un certain niveau. C'est qu'il a un début, il a un début de saison compliqué. Apparemment, il aurait une hygiène de vie qui va pas avec un sportif. Mais je veux dire, quoi qu'il arrive, alors qu'à l'époque, tu avais des De Rossi, même quand la Roma elle tournait pas, qu'elle était 7ème ou 8ème du championnat, qui faisait une saison de merde, quand il jouait avec le maillot de l'Italie, Ou eh ben, Klaus, c'était un autre joueur. Oui, c'est vrai qu'il y a toujours eu des fois des joueurs assez moyens qu'on sait pas trop ce qu'ils faisaient là, avec l'Italie, et qui, comme tu dis, comme Grosso, qui au final est parti d'un des hommes forts de la Coupe du Monde 2006, qui arrivait à se sublimer. Et je trouve qu'il y a quand même les jeunes n'ont pas réussi aussi à se sublimer. Je pense qu'il y a, on en a parlé tout à l'heure au téléphone, je pense qu'il y a un trou qu'on a générationnel. provoqué. Peut-être, mais je pense réellement qu'il y a pas énormément de talent dans cette équipe, parce que ben, c'est comme ça. Normalement, l'Italie a été le meilleur championnat au monde. Ils pouvaient se permettre de prendre les meilleurs joueurs qui étaient à l'étranger. Peut-être qu'à ce moment-là, ils ont moins regardé la formation. Mais je pense aussi que, quoi qu'il arrive, les jeunes, ce moment-là, cette dizaine d'années, là, les jeunes Italiens qui sortent sont d'un niveau moins fort que ce qu'ils pouvaient faire avant dans le passé. Et après, je peux pas remonter aussi loin, mais peut-être que l'année où l'Italie a raté la Coupe du Monde en 58, ben, c'était pareil. Mais à voir. De toute façon, le football est un cycle. Je pense qu'il n'y a pas de raison que l'Italie est un pays de football, que dans pas longtemps, il y a quand même des stars, des vraies stars italiennes qui vont revenir. Parce que franchement, la star de l'équipe d'Italie aujourd'hui, c'est Oui, Buffon. c'est vrai, enfin, malheureusement ça va pas durer, mais effectivement, tu avais raison. Alors je partage bien sûr les critiques que tout le monde ou presque émet sur Ventura, sur son incompétence, sur ses lacunes, sur sa médiocrité, on est tous d'accord là-dessus. Mais qui oserait comparer, Nico, le vivier italien actuel à celui de 2006, de 2002, de 98, de 94? Et on peut remonter très très loin comme ça. Hein. Alors évidemment le sélectionneur a ses torts, mais comment passer sous silence le plus grave, le mal qui ronge le football italien depuis 96, la disparition, je devrais dire, l'éradication progressive des footballeurs italiens? Alors évidemment, il aura fallu du temps pour que ça se voit. Superlio, tu l'as dit, hein, la plupart des champions du monde 2006 ont été formés avant 96 bien sûr, donc les mondialistes qui dirigeaient nos clubs n'ont pas pu les faire disparaître d'un coup de baguette magique. Ce fut beaucoup plus sournois que ça. On a laissé en vitrine les derniers grands joueurs italiens faire l'illusion, mais derrière, on a renoncé d'une part à les former, et d'autre part à promouvoir les rares jeunes qu'on acceptait encore de former justement. Et quand l'illusion s'est brisée avec les retraites des Nesta, Gattuso, Pirlo récemment, etc., ceux qui n'étaient pas encore conscients de la gravité du problème sont tombés de très haut. Mais c'est juste mathématique, plus on diminue les quantités, plus on réduit le choix du sélectionneur, et donc moins on lui permet de trouver de la qualité. C'est une question de probabilité, et c'est donc une évidence. Mais vous savez quoi, je vais même plus loin que ça, parce que je pense que certains supporters qu'on croise parfois sur les forums francophones, et qui se fichent éperdument de la nationale et qu'ils ne supportent pas, qui se fichent également, ça va avec, de l'identité des joueurs qui composent l'équipe type de leur club favori, ces gens-là sont co-responsables parce qu'ils accompagnent le phénomène, et j'en soupçonne même certains de s'en réjouir, car on en connaît tous qui souhaitent la disparition du football des nations. Et je trouve que ça c'est extrêmement grave, parce que les supporters pourraient s'emparer du problème justement pour faire pression indirectement, mais dans les stades ou ailleurs, avec des banderoles, peu importe, la presse s'en emparerait aussi après, sur les dirigeants de clubs qui font n'importe quoi. C'est-à-dire que les supporters ont les équipes qu'ils méritent. Voilà ce que je pense. Et tout ça, ça crée ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire une Italie minable. C'est un ensemble de choses, bien sûr, c'est pas un seul facteur, mais enfin, il est évident que moins il y a d'Italiens dans les clubs,
plus le sélectionneur a du mal à trouver une équipe. Ça va de soi, quoi. C'est juste élémentaire. Et moins il y a de quantité, moins il y a de qualité. C'est une fatalité. Et ça, malheureusement, pour lutter contre, eh ben, on y viendra dans la troisième partie. Mais il va falloir des sacrées mesures. Et je suis pas sûr que le droit européen permette de prendre ces mesures, justement. C'est Superlio qui s'exprime maintenant sur tous ces sujets. Oui, je voudrais rajouter aussi, puisqu'on parlait de la fédération, il y avait pas mal de choix incohérents, hein, puisque la période d'âge d'or des équipes de jeunes en Italie, c'était les années 90 et début des années 2000. Et quand on voit le nom des sélectionneurs espoirs, on avait Cesare Maldini qui a gagné 3 euros espoirs d'affilée de 92 à 96, Tardelli qui gagne l'Euro 2000 espoir, et Gentile, entraîneur des espoirs, qui gagne en 2004. À chaque fois, on avait des entraîneurs qui avaient des noms et qui avaient une formation, on va dire, d'entraîneur à l'italienne. À partir des années 2006, on a mis Casiraghi sélectionneur. On s'était même pas qualifié à l'Euro Espoir 2011. On a eu Cirlo Ferrara qui a fait un petit peu une apparition en espoir. Maintenant, on a Di Biagio, qui a jamais entraîné de sa vie d'équipe, à part les moins de 20 ans, qui est sélectionneur espoir. Donc, il faut aussi réfléchir sur les personnes qu'on nomme avec les jeunes. Après, je voulais rebondir sur ce qui a été dit, hein. Alors, pour venir avec ce que mon collègue a dit, Zoff démissionne après l'Euro 2000, la finale contre la France, parce qu'il est critiqué par Berlusconi, alors Premier ministre en Italie, hein, qui a eu des réflexions assez désagréables contre le coaching de Zoff, et Zoff, par dignité, avait démissionné. Et pour en revenir à l'ancienne élimination de l'Italie en 58, il faut savoir que l'équipe d'Italie avait des circonstances atténuantes, puisqu'il me semble, ça c'est un point de vue historique, que la plupart des meilleurs joueurs italiens étaient morts dans l'accident impliquant, et la majorité, donc le père de Sandro Mazzola. Oui, Valentino Mazzola, l'un des plus grands joueurs de l'histoire du foot, ouais. Formé l'ossature de l'Italie, donc lui, ils avaient des circonstances atténuantes, mais déjà, j'en reviens à ce que je disais avant, il faut choisir des personnes compétentes à certains postes. C'est pas possible qu'on ait des sélectionneurs chez les jeunes comme Di Biagio, on avait même des personnes encore moins expérimentées avec les moins de 20 ans, hein. Des anciens joueurs qui avaient fait des carrières assez médiocres. Vanoli a été sélectionneur des moins de 19 ans alors qu'il n'a pas forcément une grande carrière. Même Ventura, hein, que Tavecchio, je vais vous citer ce qu'il avait dit, j'ai nommé sélectionneur un maître de tactique, hein. Oui, on l'a vu, hein, cette maîtrise. Hein. Oui, ça aura frappé les esprits, oui. Parce que comme disait d'une manière humoristique les comiques italiens, Ventura va aller en Russie, oui, mais l'endroit où il devrait aller en Russie, c'est la Sibérie. Effectivement. Non, enfin bon, on va pas. Non, mais c'est certain que Ventura, de toute façon, porte une lourde part de culpabilité, de responsabilité dans tout ça. Maintenant, il y a plusieurs facteurs. Tom, que penses-tu de toutes ces choses-là, là? La transition, tu me l'as fait très bien. Je suis pas forcément d'accord sur le méga trou générationnel qu'a énoncé Nico. Alors, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, la sélection italienne n'a pas la meilleure de l'histoire, ça, je veux bien l'entendre. Mais j'ai regardé à chaque fois les joueurs possibles qu'on pouvait prendre. Alors, effectivement, on a eu quelques soucis au niveau des blessures. Ça, c'est effectivement, à mon sens, la seule micro-excuse que Ventura peut avoir. Mais je regarde les joueurs et moi, franchement, je trouve pas ça dégueulasse, hein. T'as dans les cages, t'as quand même, bon, en dehors de Buffon, t'as quand même de quoi faire. Sur les latéraux, c'est peut-être la première fois depuis un paquet d'années qu'on a des latéraux qui émergent. Je pense à Barreca du Torino, je pense à Conti du Milan, même si bon, malheureusement il s'est blessé lui aussi. Il y a l'Italo-brésilien dont j'ai oublié le nom de la Roma, je crois, Emerson. T'as Zappacosta qui a atterri à Chelsea. T'as quand même 2-3 bons joueurs dans l'axe en dehors des 3 dinosaures. C'est la première fois qu'on arrive enfin à former des jeunes qui ont quand même du talent. Je pense à Caldara, à Romagnoli, à Rugani. Au milieu, on a vu qu'avec Jorginho, bizarrement, c'était quand même bien mieux qu'avec Montolivo ou n'importe qui à sa place. On a Verratti, même si là, pour le coup, je rejoins Nico, qui est peut-être le joueur sur lequel j'ai mis le plus de critiques, parce que lui, on en attendait beaucoup, parce que lui se plaignait de pas jouer sous Conte, et parce que lui a été peut-être l'un des plus mauvais durant la période de Ventura. Mais à côté de ça, on a quand même 2-3 bons joueurs. On a Pellegrini qui arrive à la Roma. On a des joueurs qui arrivent, qui émergent. On a Insigne qui a atteint un niveau avec le Napoli que je n'espérais pas, tellement il est vraiment excellent. Alors, bien sûr, on n'a pas de joueurs du niveau qu'on pouvait avoir à l'époque du début des années 2000. Mais je trouve quand même qu'on a une équipe qui tient la route, une équipe assez équilibrée, une équipe qui aurait pu faire de bonnes choses.
bien plus que les quelques années précédentes en tout cas. Et on aurait pu faire quelque chose d'intéressant. C'est en ça que je reproche vraiment beaucoup à Ventura, parce que qu'il soit limité, j'entends bien, mais enfin bon, Prandelli, c'était pas non plus le maître tacticien de l'univers que tout le monde enviait. Il a réussi à faire des choses bien plus intéressantes. Là, lui, on retiendra à jamais comme étant le sélectionneur qui a réussi à ne pas qualifier l'Italie. Et comme a dit Nico, là, il peut préparer la retraite, il peut arrêter, il arrêtera d'entraîner, c'est fini pour lui. Hein. Donc voilà, c'était... Je nuance parce que je suis pas forcément d'accord sur le problème générationnel. D'ailleurs, j'avais fait pour la dernière partie un peu un groupe sur lequel se baser pour les 2 à 4 années à venir. Eh ben on attend, donc, tu voilà. fais du teasing, c'est bien. Alors l'une des différences, je rebondis puisque tu parles de Verratti, on lisait il y a quelques mois encore, hein, c'est assez récent, des gens qui souvent n'aimaient pas Pirlo et qui disaient mais Verratti c'est meilleur que Pirlo. J'ai lu ça sur plusieurs forums et on nous expliquait ça même lors du dernier Euro. Il fallait que Pirlo disparaisse, il fallait que Verratti prenne sa place, etc. On voit le résultat, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est un immense joueur et l'autre qui doit encore s'acheter une conduite et puis qui doit surtout se concentrer. Et ça, le fait de parler de Pirlo, on n'en a pas parlé. On parle de Pirlo assez souvent dans l'émission, il faut le savoir. Maintenant qu'il a pris sa retraite, ça va être plus difficile. Mais je vais quand même rappeler, parce qu'on parle des 2 éliminations au premier tour en 2010 et 2014, et on me dit oui, mais en 2012, tu vois, on fait finale, et c'est ça qui a pas permis en fait de reconstruire, parce qu'on s'est dit 2012, c'est reparti. Sauf qu'il y a une grosse différence entre 2010 et 2012, c'est qu'en 2010, Pirlo a joué 20 minutes contre la Slovaquie. En 2012, il a joué toute la compétition. Alors vous allez me dire, c'est pas un joueur qui fait l'équipe. Non, peut-être, mais en l'occurrence, dans son cas, un peu beaucoup quand même, vous voyez. Et je suis pas certain, moi, que l'équipe de 2012 était très supérieure à celle de 2010 en termes de qualité. Je pense que c'est surtout un joueur qui a fait la différence, pas que, mais en grande partie. On parle des mesures qui pourraient être prises pour changer les choses, même s'il est bien tard. Nico, sur quoi tu t'appuierais? Y a-t-il du positif? Si ce n'est finalement le fait que Jorginho maintenant ne peut jouer qu'avec la sélection italienne. Ça c'est le gros point positif qu'il faut retenir. Mais sinon, voilà, que proposerais-tu pour améliorer les choses, pour repartir sur des basses scènes en attendant le championnat d'Europe suivant? Quoi qu'il arrive, des mesures vont être faites. Des mesures, déjà, il faut relancer la Serie A qui, mine de rien, je trouve, est quand même, cette année, et puis même l'année dernière, va mieux par rapport aux années précédentes. Mais je pense qu'il est temps de supprimer quelques équipes dans cette Serie A déjà, ce qui va faire que les bons joueurs des petites équipes déjà joueront dans des clubs, je pense, plus huppés parce qu'ils ne resteront pas en Série B. Donc il faut relancer cet intérêt. Après, c'est sûr qu'il faut que les clubs forment de plus en plus de jeunes Italiens parce que la preuve, il n'y a pas de talent qui sort. Et après, je dis qu'il y a eu un trou générationnel actuellement, mais je sais que les joueurs qui sont en train d'arriver actuellement, qui sont jeunes, ils ont 18 ans, c'est dans 4-5 ans qu'on les verra vraiment, ont l'air d'être pas mal. Et je pense qu'il faut virer Tavecchio aussi, ouais. un nouveau président de fédération avec des idées neuves. Après, à part faire de la formation, il n'y a pas grand-chose à faire. Et pour que la Serie A soit de meilleure qualité, moi, je vois une seule réforme pour que la Serie A soit de meilleure qualité, sincèrement, c'est de baisser le nombre d'équipes, de repasser au moins à 18. Il y aura moins de matchs déjà, et je pense que le niveau va monter parce qu'il y a des équipes qui n'ont pas le niveau du tout pour être en Serie A, donc le niveau sera d'une meilleure qualité. Après, il faut que les Italiens, si les jeunes sont meilleurs, je pense que les meilleurs joueront. Réellement, je pense que les meilleurs joueront, qu'ils soient italiens. Qu'ils soient italiens ou d'une autre nationalité, je pense vraiment qu'il y a eu les joueurs italiens n'étaient pas d'un très grand niveau, c'est pour ça que ils sont allés chercher ailleurs pour avoir autre chose. Je pense que les entraîneurs étaient très italophobes personnellement, enfin en tout cas une bonne partie. Peut-être que j'utilise un gros mot là, mais enfin en tout cas italophobes au premier sens, c'est-à-dire peur des jeunes, peur des Italiens, peur des jeunes. Voilà, peur de les titulariser, peur de les aligner, pour les raisons d'ailleurs que vous citiez, c'est-à-dire qu'on voulait tout gagner tout de suite et on voulait pas donner le temps de la maturation. Voilà, et ça me pose problème. Un dernier truc, MJ, par exemple, je vois que Super Léo parle de Berardi. Il fait partie de ces jeunes qu'on attendait. Oui, mais c'est une tête brûlée encore, lui. Hein. Qui ont complètement. Oui, mais les Italiens en ont quelques-uns aussi, de têtes brûlées de joueurs qui sont à la base pas mauvais. Mais j'ai un truc qu'il faut pas oublier. Tu parles de peut-être que certains entraîneurs ont été italophobes. Il faut quand même. Non, mais italophobe, attention au terme. J'ai précisé le sens dans lequel je l'utilisais. Oui, j'ai compris. Je sais, j'ai très bien compris dans le sens que tu dis. Mais il y a quand même beaucoup d'entraîneurs italiens quand même dans le championnat italien. Et mine de rien, l'entraîneur qui a encore le plus la cote, là où les Italiens sont encore au sommet, au top, et que tout le monde veut,
à part en Espagne où ils s'en fichent un petit peu, mais sinon tout le monde va avoir un entraîneur italien. Même le Bayern de Munich après Ancelotti, alors qu'il n'a pas du tout la mentalité pour entraîner en Allemagne. Mais je veux dire, les Anglais, dès qu'ils veulent un entraîneur, ils essayent de regarder pour un entraîneur italien. Le PSG est constamment en train de regarder ce qui se fait chez les Italiens. Je veux dire, les Italiens sont quand même toujours, en termes d'entraîneurs, les maîtres tacticiens. Donc, et je vois pas pourquoi. Si encore il y avait beaucoup d'entraîneurs étrangers en Italie, je pourrais peut-être comprendre ça. Que des fois les étrangers peuvent regarder un petit peu aussi ce qui se fait dans leur pays. Ils veulent ramener, comme Luis Enrique avait amené beaucoup d'Espagnols à la Roma quand il est arrivé. Mais Ou Van Gaal qui ramenait des Néerlandais mais au je veux Barça dire- ouais, à la fin des années 90. Oui, non, je vois ce que tu veux dire, mais enfin, regarde Montella, voilà. ça respire pas l'italianité tout ça, hein, malgré son passé de très grand joueur italien, parce que Montella était un joueur bien meilleur que l'entraîneur qu'il est aujourd'hui, ça on n'arrête pas de le dire. Bon, on passe à Soupalio, peut-être qu'il y a beaucoup de choses à dire, j'imagine, des projets, sa campagne présidentielle, la Soupalio, c'est parti. Déjà, virer le président de Tavecchio doit partir. Ventura, c'est une évidence, il ne peut pas rester. Hein. Il avait dit qu'il démissionnait et il est revenu sur ses paroles, mais on sait bien qu'il ne peut pas rester. Après, le ministre de la Jeunesse et des Sports en Italie a déclaré qu'il fallait refonder tout le calcio. J'espère que ce n'était pas seulement des paroles, mais qu'il y aura des actes. Et il y a de quoi faire. Dans 2 ans, il y aura l'Euro Espoir qui se déroule en Italie. Et en regardant les joueurs qui jouent avec les Espoirs, on a quand même pas mal de joueurs titulaires. Hein. Barella de Cagliari, Mandragora qui joue à Crotone, Chiesa qui joue à la Fiorentina, sans compter d'autres joueurs Adjapong à Sassuolo qui jouent régulièrement. Donc on a quand même des gars qui font des matchs en Serie A, donc il y a possibilité de faire quelque chose. Et au niveau du sélectionneur, celui qui a le plus de charisme serait Ancelotti. Non, Après, Capello. a-t-il vraiment envie d'entraîner? Oui, mais Capello en sélection, Non mais n'importe quel grand on a vu ce que entraîneur ça en donnait sélection, avec regarde Arsenal. Saki, hein. Regarde Saki notamment en 96, hein. Tu sais, ça dépend beaucoup quand même des joueurs qu'il a à disposition, et de toute façon les plus grands entraîneurs sont pas forcément les plus grands sélectionneurs, hein. Oui, et après choisir un système de jeu et mettre les joueurs à leur place. Parce que le milieu de terrain, honnêtement, on peut faire un très bon milieu de terrain. Verratti, Pellegrini, Jorginho, par exemple. Hein, j'ai mis les 3 qui me venaient en tête. On peut faire un bon milieu de terrain. Mais ce que je regrette, c'est que des joueurs comme Chiesa, qui pouvait faire vraiment mal aux Suédois, n'aient pas été convoqués. Bon, maintenant, on ne refera plus l'histoire. Mais maintenant, il faut faire comme les Allemands après l'Euro 2000. Hein, souvenez-vous, l'Allemagne sort championne d'Europe en titre. Piteusement des poules. Piteusement des poules, battu par les coiffeurs portugais. Hein. Conceição, l'actuel entraîneur de Porto, était remplaçant. Il met un triplé contre l'Allemagne. Ancien joueur de la Lazio. Et de l'Inter et de Parme. Et c'est justement à partir de là que l'Allemagne a commencé à réfléchir sur la formation. Parce que si on regarde l'équipe d'Allemagne de l'Euro 2000, ils avaient dû, si ma mémoire est bonne, naturaliser un Brésilien, Paulo Rink, qui jouait à Leverkusen. Ils avaient Karsten Janker. Ils n'avaient pas une équipe fabuleuse. Hein, ils avaient Ramelow aussi. Ramelow, oui. Et ils ont dû. Finalement, le plus jeune, c'était Jens Jeremies, qui était leur plus jeune joueur. Il avait déjà pas loin des 26-27 ans. Hein. C'était pas non plus une assurance touriste. Et ils faisaient même pas les Euro Espoirs, les Allemands, à cette époque. Regardez le résultat, ce qu'ils ont pu faire après avec cette remise en question. Donc, il faut partir de cet échec, reconstruire, miser sur les jeunes. Surtout que maintenant, on va avoir que des matchs amicaux. Le prochain match, si j'ai bien vu le calendrier italien, ça va être un match amical à Wembley contre l'Angleterre et un match amical contre l'Argentine. 2 défaites 2-0 d'office. Oh, l'Argentine, c'est pas dit, ils sont pas bien. Il faudra bien utiliser ces matchs-là, parce que là, on va être un sparring partenaire rêvé pour les équipes qui sont qualifiées. Hein. Beaucoup vont demander des matchs contre l'Italie. Après, il faudra bien commencer la campagne éliminatoire pour l'Euro 2020, mais il faudra vraiment mettre un bon sélectionneur qui fait l'unanimité. Conte, je ne crois pas trop à son retour. Hein. Il est parti, je ne vois pas pourquoi il va revenir à Milan. Ancelotti apparemment n'était pas chaud pour prendre l'équipe, mais il se disait quand même en coulisses que après le premier match qu'il y a eu contre la Suède qui a été catastrophique, que même si Ventura passait, il y avait des chances qu'il pouvait sauter après le match contre la Suède, et que c'était pour parler avec Ancelotti pour voir au cas prendre juste la sélection pour la Coupe du Monde. Oui, mais de toute façon, des entraîneurs libres. Mancini a déclaré qu'il aimerait entraîner l'Italie, mais Mancini entraîneur, ça m'a jamais fait rêver. Les entraîneurs libres italiens, j'en vois pas des masses qui pourraient rentrer en ligne de compte et qui auraient un pédigré. Guidolin, mais ça risque de faire du Ventura bis.
Prandelli, n'en parlons pas, il a déjà eu sa chance. Vous voulez utiliser qui? Zenga, le pauvre, il commente les matchs à la raille. Je ne le vois pas entraîner. Hein. Nico, t'avais quelque chose à ajouter, je crois, avant qu'on donne la parole à Tom. Oui, quand Superlio parle du ministre italien, le premier ministre italien qui a parlé, il faut savoir quand même que cette élimination d'Italie, parce que l'Italie, le football, c'est une religion, hein, il va vraiment se passer quelque chose. Ils en ont parlé à la radio comme quoi les conséquences que ça pourrait avoir sur le plan social en Italie, cette élimination, car c'est la seule chose qui rassemble vraiment tous les Italiens, c'est le football. Oui. Donc je pense que quoi qu'il arrive, des réformes, il y en aura, car comme vous avez dit depuis le début, 60 ans que l'Italie n'avait pas participé à une Coupe du Monde, il va se passer quelque chose en Italie. Alors, pour commencer, bon là je vais rejoindre tout le monde, hein, on va virer Tavecchio, hein, par pitié. Là moi je prie, bon, il ne s'est pas encore prononcé je crois ouvertement, mais j'espère encore une fois, je rêve même d'Albertini. Puis c'est curieux parce que Superlio, je crois que c'est Superlio qui parlait tout à l'heure de deux trois noms, et avant, en préparant l'émission, j'ai noté quelques noms que j'aimerais bien voir dans le futur, dans l'organigramme du football italien. En deuxième, c'était Baggio. Et en troisième, c'était Rivera. Je crois que c'est les deux noms que Superlio a donnés. Donc, comme quoi on est raccord. Donc voilà, Baggio, parce qu'effectivement, il avait de très bonnes idées. Un peu comme Albertini, c'est des mecs qui avaient de très bonnes idées. C'est des Qui mecs connaissent qui le foot, quoi, tout pouvaient simplement. enfin Hein. bouger. Voilà, qui connaissent le foot et qui savent un peu, je pense, ce dont l'Italie a Et besoin qui sont en ce moment. respectés Donc, par vraiment, l'ensemble des Italiens. clairement. En sélectionneur, le choix idéal, effectivement, c'est Ancelotti. Après, je ne sais pas si ça va se faire. J'avais un deuxième choix qui est peut-être un coup de cœur parce que ça fait quand même 2 ans maintenant, je crois, qu'il exerce. Ça va pas plaire aux supporters de la Lazio, mais c'est le frère d'Inzaghi, c'est Simone, qui je trouve fait de l'excellentissime boulot à la Lazio, qui tactiquement je le trouve vraiment bon, qui a un jeu qui à mon avis, qui a un style de jeu en tout cas, qui est un projet qui irait bien avec l'effectif que l'on a. Donc je sais qu'il est encore sous contrat avec la Lazio, mais c'est peut-être l'un des rares très bons entraîneurs que je verrais bien en sélection et qui n'est pas encore payé, parce que mine de rien, il y a quand même l'histoire financière, qui n'est pas encore payé des milliers des cents, comme peut l'être un Allegri par exemple, ou un Mancini au Zénith. Donc voilà, c'est peut-être mon deuxième choix. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement, Bon, de toute façon, tout ce j'aime qui n'est bien. pas Ventura, a Et priori, on donc, prend, hein, parce qu'il n'y a pas énormément de choix sur le ah marché, oui, donc quoi ça, qu'il arrive, non, et puis pourquoi pas, hein. ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et donc j'avais fait Ah oui, une vas-y, on pré-liste attend en ça tout avec cas, donc une impatience. liste après de 25 joueurs, en partant du principe que bah il y a pas mal d'anciens qui vont partir, et j'ajoute aussi, je dégage un peu tous les Candreva, les Darmian, parce que moi j'en peux plus là. Donc en gardien j'ai mis Donnarumma, Perrine et Meret. Je pense que c'est assez jeune, c'est talentueux, il y a de quoi faire. Je ne mets pas d'office Donnarumma numéro 1 parce que en ce moment avec le Milan il ne Non. le mérite pas. Donc mais je mets en concurrence les trois gardiens. Au niveau des latéraux, j'en ai déjà un peu parlé tout à l'heure, Emerson, donc de la Roma, Barreca, Zappacosta, Conti, Spinazzola. Je trouve qu'il y a quand même du talent à voir après dans la suite. Dans les centraux, je ne garde que Bonucci. Et ensuite, je mets Caldara, Romagnoli et Rugani. Oui, pas le choix, de toute façon, hein, c'est Au ça, oui, oui, milieu, oui. Ça, c'est une oui, voilà, évidence, oui. mais il y a que quatre centraux, mais c'est quatre très bons centraux. Donc là, pour le coup, il faudrait pas qu'il y en ait un ou deux qui se blessent, mais au niveau des quatre, moi, ça me plaît. Au milieu, je vais remettre Florenzi, qui est mais je le mets là parce que je me mets un peu n'importe où. Jorginho, Verratti, malgré tout ce qui a été dit, où je rejoins encore une fois Nico, Pellegrini, Gagliardini. Je garde Bonaventura, même si j'ai mis des réserves vu l'âge, parce que mine de rien, ce sera quand même un ancien. Je mets Barella, que je sais, MJ, que tu estimes Et qui va nous beaucoup, et rejoindre, Benassi. j'espère, au Milan. Barella, j'entends. J'espère. Et en attaquant, et ailier, donc Insigne, Sharawi, Chiesa, Bernardeschi, Immobilier et Bellotti. Et je mets même Zaza, qui mine de rien, je crois, n'est Qu'il pas si apprenne à vieux. tirer les pénaltys, Tout en mais sinon ça ajoutant, ira, ouais. exactement, tout en pensant, parce que là, c'est quand même le groupe que j'estime être le plus prêt, en tout cas à l'instant T, par exemple, à la prochaine sélection en mars. Mais je n'oublie pas que dans l'idée, pour moi, c'est travailler en tout cas pour dans 2 ans et plus encore pour dans 4. Donc c'est promouvoir les plus jeunes. Je pense à Japong de Sassuolo. Je pense à tous les buteurs qu'on a, parce qu'on a Moiskin de la Juve, et Pellegrini de Genoa, Cutrone qui est chez nous. Locatelli encore une fois, il y a Diawara de Napoli qui attend qu'une chose, c'est de pouvoir jouer avec la sélection et qui est un vrai talent.
Orsolini qui appartient à la Juve. Donc il y a du jeune, mais maintenant il faut les promouvoir et il faut les faire jouer par pitié. Et justement, je vais finir par ça. Je le dis depuis des années, donc on va continuer. Hein. Je rejoins Nico, fin de la sélection du championnat à 20 équipes, mais on passe à 18. Et pour finir, encore une fois, la création des équipes B. Voilà, c'était vraiment encore une fois le point qui m'importe le plus, parce que ça fait des années que je dis que c'est essentiel et on voit ce qui se passe avec la sélection espagnole ou même avec la sélection portugaise qui depuis quelques années trouve de gros talents, bizarrement depuis qu'ils ont créé les équipes B. Donc essayons pour une fois de suivre le mouvement et d'arrêter d'avoir des visions. Bon, alors effectivement, pour ma part, première mesure qui ne surprendra personne, inapplicable tant que l'Italie fait partie de l'Union Européenne, les quotas. Hein. Cela dit, rien n'empêche les clubs de se les imposer eux-mêmes. Hein. On peut pas le mettre dans la loi, mais les clubs peuvent parfaitement, on sait qu'ils ne le feront jamais, mais peuvent parfaitement décider d'appliquer une politique italophile. Hein. Je pense que c'est la seule solution efficace pour changer les choses radicalement, et on a besoin de radicalité en ce moment, vu la radicalité de notre médiocrité. Hein. Ça forcera tout le monde à former et à promouvoir les jeunes, et peut-être qu'on arrêtera de dépenser des millions pour des Kalinic ou des Çalhanoğlu, peut-être qu'on laissera éclore nos jeunes talents comme du temps de la splendeur du calcio. C'est un vœu pieux, personne n'est dupe, personne n'est naïf, mais si quelque chose doit changer c'est ça, le reste c'est de la littérature pour moi, enfin c'est important mais je veux dire c'est secondaire. Dernier point, j'y reviens, hein, faisons en sorte de ne pas brûler les étapes. Un jeune fait ses preuves en championnat, puis en Coupe d'Europe, avant d'intégrer la nationale. Et on ne titularise pas en sélection, sauf match amical, quelqu'un qui n'a joué que la Serie A, surtout cette Serie A actuelle. Nous passons au mot de la fin avec Tom. Eh ben, une petite pensée humoristique à toutes les demoiselles qui accompagnent ou qui ont pour compagnons des supporters de la sélection italienne, qui vont peut-être avoir pour une fois des vacances avec leurs copains ou maris. Parce que je pense, en tout cas me concernant, que la Coupe du Monde en Russie aura bien moins d'intérêt. Et bah, au final, je pense que certaines demoiselles en seront bien contentes. Effectivement, oui, c'est Superlio qui nous dit que sa femme approuve. Alors Superlio, donc tu es d'accord, mais tu as peut-être autre chose à ajouter. Oui, j'ai envie de rendre juste hommage à ce fantastique gardien Buffon, 20 ans, immense carrière, que ce soit par le talent, par le charisme, qui va jusqu'à applaudir un hymne conspué. Il avait déjà fait contre la France en septembre 2016, et voir tout le cœur qu'il a mis à chanter l'hymne, à donner du courage à ses joueurs. Rien que pour lui, je trouve qu'on devrait lui tirer un immense coup de chapeau, et j'espère qu'on parlait d'une refondation de la fédération. J'espère qu'il y aura de la place pour des gens charismatiques comme lui, et on n'en a pas parlé, un certain Paolo Maldini aurait largement sa place dans une fédération. Moi, je préférerais d'abord qu'il soit à Milan avant d'aller dans la fédération, mais effectivement, comme le Milan n'a pas l'air de vouloir de lui, sauf pour le subordonner à des intéristes, ce serait pas idiot, ouais, peut-être qu'il fasse un beau pied de nez au club milanais et qu'il aille rejoindre la Fédé. Nico. Deux petites choses, je rejoins tout de suite Superlio. Concernant Buffon, voilà, sacré joueur, il aurait pu rentrer dans l'histoire en disputant 6 Coupes du Monde, ce qui aurait été incroyable. Et aussi pour Daniele De Rossi, je sais que Barzagli a arrêté. Bon, j'ai même si c'est un bon joueur, je n'étais pas aussi fan de Barzagli que je peux être de De Rossi, que j'aimais beaucoup. Même si c'est pas il était pas incroyable, mais c'est quand même un sacré joueur, et on sait qu'il arrive quand même sur la fin avec la Roma. Il disait que je crois qu'il lui restait 1 an ou 2 avec la Roma aussi, donc c'est le début de la fin pour Daniele. Et sinon, mon autre mot de la fin, c'est Montolivo. Qui, avec le départ de Ventura, parce que savoir que Ventura, il a préféré des fois appeler Montolivo que Jorginho, hein, quand même. Donc pour lui, ça risque d'être très compliqué, je pense, pour revenir en sélection. Et non, et réellement, je pense que la France a eu Domenech, mais l'Italie a eu Ventura. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Même si Ventura, c'était purement sportif, parce que Domenech, il y avait quand même d'autres facteurs. Hein. Fallait voir ses interviews à la fin des matchs, qui avaient le don d'exaspérer les gens, et puis plein d'autres choses, la demande en mariage, etc. Enfin, on va pas y revenir. C'était des petites. Bien sûr, c'est des petites en plus. Moi, je parle que sur le plan sportif. Voilà. Mot de la fin, bon, je vais faire simple, hein. Tout le monde savait, mais personne n'a osé prendre le taureau par les cornes, et c'est le reproche principal que je fais au football italien en général, c'est d'avoir laissé faire. Et vous savez quoi, j'ai peur que ça continue malheureusement, même si vous avez l'air plus optimiste que moi. Pensez-vous, pour en revenir au Milan, que Montella va se mettre à faire jouer des Italiens, hein? En début d'année, il y avait des blessés, donc il en faisait jouer 6, Cutrone a été titulaire, maintenant il y en a 4, sauf en de très rares occasions. Pensez-vous que nos dirigeants chinois, qui ont recruté avec le succès que l'on sait, 7 étrangers contre 3 Italiens seulement l'été dernier, en ont quelque chose à
faire de tout ça? C'est là que je dis, sans mesure coercitive, rien ne changera, à mon avis, rien. Et si les dirigeants de club n'agissent pas, je répète ce que je disais tout à l'heure, c'est aux supporters d'abord, puis à la presse de s'emparer du problème. Il faut faire du bruit, beaucoup de bruit, et pas que pendant une semaine. Aux Italiens de reprendre en main les clubs de leur ville, de leur région, de leur nation, et c'est comme ça que nous nous en sortirons. En tout cas, nous retrouverons bien évidemment pour parler du bilan théoriquement samedi soir, s'il y a du monde pour enregistrer, donc après le match à Naples, et puis nous continuerons la saison, malheureusement sans Coupe du Monde. C'est là bien le drame. J'attaquais la saison l'autre jour en disant qu'il y avait la Coupe du Monde, comme à chaque fois, hein, tous les 2 ans, je dis compétition internationale, c'est notre centre d'intérêt majeur. Et ben non, cette année ce sera à la télé et même pour certains peut-être même pas devant la télé. Donc très clairement, ça va être bien malheureux tout ça. Il y a que les demoiselles qui en sortiront ravis. Messieurs, je vous remercie de nous avoir éclairés, hein, de vos lumières ce soir. Et puis donc nous nous retrouverons dans quelques jours. À très vite, salut.